Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est l'une des spécificités de la France, une part de son identité et de sa force. Ce pays est laïque depuis plus d'un siècle. La séparation de l'Église et de l'État date de 1905. Sauf que depuis quelques décennies, l'apparition d'un islam revendicatif bouscule la société française. Il y a les partisans d'une laïcité plus stricte, d'autres d'une laïcité plus respectueuse des communautés. Jean-Louis Blanco, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le président de l'Observatoire sur la laïcité. Vous avez été pendant des années le secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand. En France, on vous connaît bien. Vous avez écrit un ouvrage qui pose cette question. La France est-elle laïque? Parce qu'il faut se la poser, cette question. Il faut se la poser, en tout cas certains se la posent, avec d'ailleurs des raisonnements complètement opposés. Les uns disent elle n'est plus laïque parce qu'elle cède trop aux faits religieux, aux revendications à caractère religieux. Et puis d'autres disent exactement le contraire, c'est-à-dire qu'à force d'être méfiant devant toute expression religieuse, alors en fait on brime la liberté de conscience et la liberté de religion. Ma conviction, on le voit dans le livre, c'est que la France est et reste laïque, avec cette spécificité qui est le produit de notre histoire. Qui n'est pas anti-religieuse. À la base, la laïcité, c'était le bien vivre ensemble. C'est ce qui permet le bien vivre ensemble, c'est un principe et des règles juridiques. En fait, ça remonte plus loin que la loi de 1905. Ça remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Tout est dedans. Et ce régime de liberté, il est fondamental, il est celui de toutes les libertés, politiques, syndicales, philosophiques et religieuses. Il vient d'un pays qui a considéré qu'à un moment donné, l'Église était trop pesante pour lui? Bien sûr. Tout le XIXe siècle est l'histoire d'une longue bataille entre l'État, puis la République et l'Église catholique. L'Église catholique prétendant imposer sa loi, en tout cas une partie de l'Église catholique, contrôlant l'enseignement. Et finalement, on a pu parler de la guerre des deux France. La France fille aînée de l'Église d'un côté, et la France patrie des droits de l'homme de l'autre côté. La loi de 1905 a suscité beaucoup de controverses, mais finalement, elle est maintenant acceptée par l'Église catholique comme par les représentants des religions. Dernier point, on est vraiment dans une spécificité française. On le voit quasiment nulle part ailleurs. On a des traits communs. C'est vrai que le mot laïcité, d'ailleurs pas facile à traduire, en anglais on dit laïcisme, secularism, est un mot qui n'est pas que en France. Vous avez ça dans pas mal de constitutions d'Amérique centrale et d'Amérique latine. La liberté de conscience, qui comprend la liberté de religion, vous l'avez dans beaucoup de pays. La séparation des églises et de l'État, vous l'avez par exemple aux États-Unis. Ce qui est peut-être le plus spécifique, c'est notre attachement à la neutralité du service public. C'est-à-dire qu'un agent public, un professeur, un fonctionnaire, ne doit pas manifester ses convictions, religieuses ou pas, pour garantir l'égalité. Alors que quand on est au Royaume-Uni, on peut voir par exemple un policier qui porte une tenue sikh. Voilà, exactement. C'est ça notre plus grande spécificité. On n'est pas les seuls, mais par contre, sur liberté de conscience et sur séparation des églises et de l'État, il y a finalement pas mal d'autres pays qui ont des régimes comparables. La laïcité, c'est l'ADN de la France, presque on pourrait se dire. Tout le monde a envie de se l'approprier. On voit qu'il y a différents courants, mais pourquoi est-ce qu'on est aussi attaché à cette terminologie? Je crois, comme vous le disiez, que ça fait partie de notre ADN, de notre identité. Et en même temps, c'est un signe un peu préoccupant. C'est-à-dire qu'à une époque où on manque de repères, on manque d'espérance, on manque de sens, les idéologies s'affaiblissent, on se raccroche à laïcité et à république, parce qu'au moins ça, c'est des valeurs sûres. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à résoudre les problèmes de ségrégation, de discrimination, d'ordre public. C'est une base, mais ça ne permet pas de tout régler. Et je suis un peu préoccupé de voir qu'on invoque la laïcité à tort et à travers. Par exemple, dans l'histoire du Burkini, ça n'a strictement rien à voir avec la laïcité. C'est une question éventuellement d'ordre public. Est-ce que ça cause du trouble? Il n'y a pas de tenue laïque. Ou alors, il faudrait dire que seuls les nudistes ont une tenue laïque. Dans la question du Burkini se pose aussi éventuellement la question du droit de la femme, qui est différent de la laïcité pour vous. Bien sûr, c'est lié, c'est à partie liée. L'égalité entre la femme et l'homme, les hommes et les femmes, fait partie en fait de la philosophie, du principe de laïcité. Simplement, la question est de savoir si la loi, la communauté nationale, peut interdire à des femmes ce qu'elles font parfois par libre choix. C'est pas toujours évident. Caroline Fourest dit que la majorité des femmes qui portent aujourd'hui le voile en France le font par libre choix et non pas sous pression de leur quartier, qui existe et qui est terrible dans certains cas, ou par pression des hommes de la famille. Ça pose quand même la question de l'islam radical, qui est quelque chose de différent de l'islam. Bien sûr. Aujourd'hui, cet islam radical, c'est plutôt de la politique
que du religieux. Et il attaque la France. Vous avez raison, c'est un islam politique qui, en fait, d'une certaine manière, démarre avec la révolution iranienne, avec Khomeini. C'est l'intrusion de l'islam politique sur la scène, 1979, sur la scène internationale. C'est un moment très important. Et c'est en effet à caractère politique plus encore que religieux. Quand on dit combattre l'islam radical ou l'islamisme, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on combat ? Est-ce qu'on combat une doctrine ? On la combat par les idées. Est-ce qu'on combat des actes ou des paroles qui incitent à la haine, au non-respect des lois de la République ? Là, on les combat par la justice, éventuellement en expulsant des gens. Donc il faut être extrêmement ferme sur les actes et sur les paroles. Les doctrines religieuses, c'est-à-dire on ne va pas interdire ou mener la guerre sur le plan juridique par tous les intégristes. Par contre, des comportements ou des paroles qui portent atteinte à la laïcité, qui portent atteinte à l'égalité homme-femme doivent être sanctionnés sans faiblesse. Alors ça, c'est votre point de vue, celui du président de l'Observatoire de la laïcité. Il est contesté en France. Vous représentez un mouvement, celui d'une laïcité ouverte. Le Premier ministre Manuel Valls, par exemple, lui, veut une laïcité beaucoup plus stricte, beaucoup plus rattachée à la République. Lui, par contre, il veut interdire le burkini. Il veut aller plus loin sur le voile dans l'université. Il veut aller plus loin sur l'entreprise et le fait religieux. Est-ce que, du coup, cette question de la laïcité, à partir du moment donné où la France a connu du terrorisme, des attaques, elle ne se repose pas avec des termes plus stricts ? Alors, je ne suis pas partisan d'une laïcité ouverte. Je ne sais pas si le Premier ministre est partisan d'une laïcité stricte. Il faudra lui demander. Je crois qu'il n'y a qu'une seule laïcité. Et je regrette de voir des débats, parfois pour des raisons de posture, complètement déformés. Il y a la laïcité dont je vous parlais à l'instant, produit de notre histoire, élément de notre ADN, un ensemble de principes juridiques et de jurisprudence. Et il faut l'appliquer sereinement et fermement. C'est pas le port du foulard qui est l'antichambre du terrorisme. Vous disiez que l'islam radical lui-même est plus politique que religieux. Donc ne mélangeons pas tout et ne multiplions pas les interdictions. Ça, c'est en effet une position très ferme de l'Observatoire, dans son immense majorité, et de beaucoup de chercheurs, de forces politiques, à droite et à gauche de l'échiquier politique. Ne faisons pas de la laïcité un outil d'interdiction qui va renforcer le communautarisme. Soyons fermes sur les comportements et les paroles répréhensibles, mais ne multiplions pas les interdits. Sinon, on fera du repli communautaire. Le cœur de votre ouvrage, c'est d'expliquer que justement la grandeur de la France, c'est de mettre les communautés les unes à côté des autres et de savoir vivre ensemble. Exactement. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un courant populiste. On a l'élection de Donald Trump, on a des risques sur les élections françaises, on voit que l'Europe se raidit. Est-ce qu'on peut encore tenir ce discours qui était un discours noble et sage ? Et est-ce que certains ne vont pas le trouver trop doux aujourd'hui ? Il faut plus que jamais le tenir parce que il nous permet justement de vivre ensemble avec nos différences. Nos différences existent, c'est un fait. Elles peuvent être source de richesse à condition qu'elles soient rassemblées dans la citoyenneté, c'est-à-dire l'égalité de droits et de devoirs. Et c'est plus nécessaire que jamais. Donc le discours n'est ni trop dur ni trop mou. Le discours, il est ce qui permet de vivre ensemble et il doit être appliqué, encore une fois, avec fermeté, avec sérénité, dans la vie quotidienne. Alors prenons quelques exemples. Vous avez parlé du voile, vous avez parlé du burkini. On a en France la question des crèches de Noël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de dire, le Conseil d'État a dit, on fait la différence entre ce qui est culturel et ce qui est cultuel. Pour vous, c'est une bonne réponse et ça peut être applicable à d'autres choses ? C'est une bonne réponse. Elle va dans le sens de ce que l'Observatoire avait indiqué. On a toujours un peu de mal, parce que nous avons une histoire, qui est une histoire en effet chrétienne, même si elle n'est pas que chrétienne, à distinguer dans ces domaines-là, comme vous le disiez, le culturel du cultuel. Pour l'arbre de Noël, j'ai entendu quelques contestations, mais enfin, il est clair que c'est devenu culturel. On est autour de l'arbre de Noël, dans une famille, dans une mairie, qu'on soit chrétien ou pas. Pour les crèches, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a une dimension religieuse qui est plus visible, plus évidente. Donc la position du Conseil d'État me paraît sage. Elle consiste à dire... Regardons, par exemple, dans la région dont j'ai été longtemps l'élu, la Provence, il y a une tradition des santons. Les santons qui sont les personnages historiques de la Provence, les personnages du village. Dans à peu près tous les cas, ces crèches-là ont un côté culturel, encore beaucoup plus que cultuel. Et donc il faut regarder aussi ce qui est dit. Est-ce que c'est à l'occasion d'une fête, d'un marché de Noël ? Est-ce que c'est à l'occasion de cérémonies diverses d'ordre culturel ? Ou est-ce que c'est un domaine religieux ? Quand j'entends le maire de Béziers expliquer que grâce à lui, le petit Jésus va dormir au chaud
pendant Noël, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est cultuel et pas culturel. Le maire de Béziers, qui est proche du Front National, il faut le rappeler sur l'antenne. Alors, on comprend effectivement ces enjeux clés qui se mettent en place. La laïcité aussi, elle doit s'adapter au modernisme, c'est-à-dire qu'on a en France l'islam. Si on enlève tout ce côté sur l'islam radical, on a juste des musulmans de France qui représentent aujourd'hui la seconde religion du pays. Donc, ils ont peut-être envie aussi de s'exprimer, de se faire entendre. Les catholiques sont assez discrets ces derniers temps. Alors, est-ce que leurs paroles... Pas tous. Voilà, ça dépend des La manif courants. pour tous, par exemple. Les catholiques et les musulmans sont dedans. Oui, mais le catholicisme en France est moins flamboyant qu'il ne l'est en Italie ou en Espagne. Donc, comment est-ce que justement on peut concilier d'avoir un respect pour les uns et pour les autres dans le cadre de la laïcité ? Je crois précisément que la laïcité n'a pas besoin de s'adapter. Ce sont les religions qui doivent s'adapter à la laïcité. On doit tous être laïcs, qu'on soit croyant ou non croyant. Et ce qui est formidable, c'est que ce cadre inventé, finalement, dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensuite, avec la loi de 1905, donne des règles qui sont plus utiles et plus valables que jamais aujourd'hui. Après, c'est aux musulmans de prendre leurs responsabilités. Et ils sont en train de le faire. Ils l'ont peut-être pas fait assez, pas assez fort, on ne les a pas assez entendus. Mais il y a un manifeste des musulmans pour la République qui a été adopté voilà quelques mois, qui est, comme le dit Bernard Cazeneuve, une véritable déclaration d'amour à la République. Et Bernard Cazeneuve n'est pas homme à manier les grands mots. Donc, moi, ce que je constate, c'est que dans leur comportement, l'immense majorité de nos concitoyens de culture, de filiation ou de religion musulmane se comportent comme les autres. Et il faut reconnaître ce fait-là. Il faut sanctionner, encore une fois, tout dérapage, tout débordement, toute pression. Et il y a des pressions communautaires ou communautaristes qui sont plus fortes aujourd'hui qu'hier et qu'il faut combattre. La loi, d'un mot, on ne la change pas pour vous ? La loi, on ne la change pas, mais on la fait appliquer. On la fait respecter partout. Jean-Louis Bianco, merci beaucoup de cet entretien que vous avez accordé à France 24. Bonne suite de programme sur notre chaîne.